Mesdames, Messieurs, ce soir, c'est en tant que procureur de la République que ma voix s'élève pour accuser la reine Cléopâtre de trahison envers son peuple. Parce que oui, la trahison était quelque peu prévisible quand on connaît les antécédents de cette jeune femme. Cléopâtre est née vers -69 avant Jésus-Christ et appartient à la dynastie des Lagides, laquelle règne depuis le 6e siècle avant notre ère sur l'Égypte. Elle devient reine à 18 ans, en -51, et c'est là que les problèmes commencent. Car c'est à partir de ce moment-là que Cléopâtre nous fait une fixette sur son nom et sur comment on doit l'appeler en tant que reine. Elle rajoute à son nom l'épithète Philopator, qui signifie « qui aime son père ». Donc elle a 18 ans, elle monte sur le trône, elle fait un petit complexe d'Oedipe, et puis en Égypte, personne ne se pose de questions. Et puis alors après, ça part dans tous les sens. En -36, elle opte pour déesse nouvelle et jeune, alors que ça fait quand même 15 ans qu'elle règne, et jeune en -36 à 33 ans, faut pas non plus déconner. Puis, elle décide que ce sera nouvelle Isis, mais oubliant son père, alors hop, nouveau surnom, déesse nouvelle qui aime son père et sa patrie. Alors on aurait pu s'arrêter à cela, à un narcissisme aigu et à un petit syndrome douteux. Mais la reine rencontre l'Empire de Rome, lequel réveille une véritable bête de sexe. Il était trop tard pour l'Égypte, trop tard pour Alexandrie, trop tard pour Alexandra. Et oui, car lorsqu'enfant on ne nous a pas laissés tout seuls dans son coin pour se calmer, lorsqu'on ne s'est pas fait menacer de douche froide, lorsque notre maman ne nous a pas dit « ça suffit Violine, tu ne me parles pas comme ça, je ne suis pas ta copine », c'est ça qu'il se passe. Ce qu'il se passe, c'est qu'à 21 ans, on décide de présenter à ses parents notre petit copain. On a dit à maman qu'il était de bonne famille, on a dit à papa qu'il aimait jouer à la bagarre et qu'il était chef d'une entreprise de 5000 hommes. Une entreprise? Oui, les parents se sont préparés aux 10 ans d'écart, apparemment c'est à la mode. Et puis le jour J, le Jules passe la porte, et là ce n'est pas 10, ce n'est pas 20, mais c'est bien 30 ans d'écart qui les séparent. Et c'est là que la douche froide aurait pu être utile. Parce que certes, cela fait beau sur le papyrus, dans l'histoire, Cléopâtre et Jules César, ça peut en rassurer certains. Et oui, finalement, être sugar daddy, c'est vintage. Et le vintage aussi, c'est à la mode. Cléo et Julio, c'était l'amour bestial, l'amour passionnel, l'amore à l'italienne. Et non, l'amour de sa patrie, l'amour de son pays, l'amour à l'égyptienne. Voyez-vous, lorsque j'ai lu le dossier, je me suis dit qu'on commençait vraiment à toucher le fond en Égypte, et j'ai compris pourquoi Dieu nous avait envoyé son Fils. Voyez-vous, ce n'est pas n'importe qui que j'accuse ici ce soir. Cher public, vous n'assistez pas au procès de Madame Tout-le-Monde. Cher juré, vous jugez une reine, vous jugez le dirigeant d'un pays, que j'accuse d'avoir lâchement abandonné sa patrie, et ce, dès sa rencontre avec l'Empire. Car oui, il semble qu'au contact de l'Empire, Cléopâtre ait oublié ses devoirs. Qu'a-t-elle fait de son peuple, de la société égyptienne que je me charge de défendre ici ce soir? Car avec César, c'est plusieurs voyages à Rome pour l'accompagner faire quoi? On ne sait pas. Pendant ce temps, qui s'est occupé de l'Égypte? On ne sait pas. Et lorsque le malheureux est mort, ce ne fut pas pour autant l'heure pour Cléopâtre de reprendre en main son règne. Non, c'était l'heure de rencontrer Marc-Antoine et de faire des jeux de main avec celui-ci. Et là, c'est la dégringolade. Fêtes, débauches, luxure, tout y passe, et les dernières heures de l'Égypte sonnaient lentement. Cher juré, ce n'est pas de sévices, mais c'est bien de trahison que j'accuse Cléopâtre. Trahison de son peuple, de son pays, qu'elle a dédaigné. Elle a dédaigné les intérêts de sa nation, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de sa défense. Elle a dédaigné l'équilibre scientifique, économique et le patrimoine culturel de son pays. Par analogie de l'article 411-2 du Code pénal français, j'accuse Cléopâtre d'avoir livré des troupes appartenant à la force armée égyptienne
lors de la bataille d'Actium en -31. Par analogie de l'article 411-3 du Code pénal, j'accuse Cléopâtre de s'être rendue coupable d'avoir livré à une organisation étrangère des matériels, constructions, équipements, installations, appareils affectés à la défense nationale. 200 navires égyptiens pendant cette bataille, ce n'est pas rien et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes. Et tout ceci dans l'unique but d'aider Marc-Antoine dans sa guerre contre Octave. Une aide aveugle dans une guerre d'ego contre un homme complètement dégénéré qui vient d'assassiner son père. Chers jurés, la défense ne pourra vous dire que Octave était menaçant pour le territoire national égyptien, car c'est faux. Octave souhaitait simplement accéder au pouvoir et voyait Marc-Antoine comme une menace, car celui-ci était toujours influent à Rome. Cléopâtre n'avait rien à faire dans cette bataille. Ce n'était pas son combat et ce n'était donc pas sa défaite. Elle a volontairement apporté aide physique et matérielle à une organisation étrangère. Et c'est en cela que je l'accuse de trahison. Marc-Antoine et ses hommes n'étaient pas une branche militaire de l'armée romaine et se trouvaient en Égypte. Elle n'a donc pas apporté son soutien à l'armée d'un pays en guerre. Et chers jurés, c'est bien à titre posthume que j'accuse cette reine. Et la défense ne pourra me convaincre, car le suicide fut de trop pour la société égyptienne. Dans un élan de mélodrame, Cléopâtre fait croire à son époux qu'elle est morte. Marc-Antoine se suicide, Octave arrive à Alexandrie, et Cléopâtre a le toupet d'essayer de le séduire. Encore, bah oui, bah voyons. Celui-ci ne se laissant pas manipuler, elle s'en va se suicider comme le dernier acte de la pièce de sa vie. Digne d'une tragédie de Shakespeare, elle demande qu'on apporte un serpent vénéneux dans une corbeille de fruits. Elle se meurt sans une pensée pour son peuple, en laissant derrière elle un pays rempli de richesses. Dans la mort de sa reine, le royaume égyptien s'éteint aussi. Octave prend le contrôle de l'Égypte et deviendra Auguste. C'est pourquoi, au nom de la société que je défends, je demande la condamnation de Cléopâtre, afin que le peuple égyptien obtienne réparation de cette trahison. Cette condamnation, chers jurés, je le conseille, est symbolique. Mais voyez-vous, si un procès a été ouvert contre elle ce soir, c'est bien parce que les voix égyptiennes se sont élevées pour être enfin défendues. Car qui l'a fait lors du règne de Cléopâtre? Le peuple égyptien a été oublié par sa reine, il a besoin que justice soit rendue et que la trahison de Cléopâtre soit reconnue. Merci.